Bonjour, bienvenue sur ce webinaire de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne consacré cet après-midi au volet littoral du 12e programme. Et sans plus attendre, je passe la parole à mon collègue Régis Lequillet de la délégation Mer-Loire-Océan qui se trouve à Nantes. Voilà, bon webinaire à toutes et à tous et à toi, Régis. Merci Étienne. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire spécial littoral intitulé euh, Ensemble, préservons le littoral et ses usages sensibles. Alors, je suis accompagné donc de Anaïta qui interviendra tout à l'heure et puis de Laurent Tona, Anaïta Marzin à ma gauche, Laurent Tona à ma droite. Donc, moi, je suis Régis Lequillec, je suis responsable de la mission littoral et milieu marin à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, ce webinaire spécial littoral s'inscrit donc dans une semaine organisée donc par l'Agence de l'eau toute la semaine où on a le plaisir de vous présenter les modalités de ce 12e programme, les principaux éléments structurants de ce programme, avec différentes sessions qui ont déjà eu lieu cette semaine. Et puis en ce jeudi après-midi, nous allons aborder les questions spécifiques à l'enjeu qui nous intéresse aujourd'hui. La session va durer 1 heure et demie. Je crois qu'il est prévu dans un premier temps, Étienne et Erwan, un petit questionnaire et un petit sondage pour identifier les participants, leur origine et partager avec vous tous un peu qui est présent aujourd'hui. Je sais que vous êtes assez nombreux. Je te laisse lancer le questionnaire, Erwan. Alors, vous nous verrez sans doute regarder un peu au-dessus de l'écran parce qu'on a un deuxième écran qui nous permet de voir un peu les réponses. Donc, c'est voilà, donc vous répondez les uns après les autres. Ça continue, ça continue. Pas mal de collectivités, sans doute littorales, ce qui est relativement normal. Les services de l'État sont présents, les acteurs économiques, le monde associatif. Je te laisse mettre fin au sondage et Erwan. Parfait. Alors, faut que je le ferme de mon côté. Arrêtez euh, partager les résultats. Voilà. Est-ce que vous les voyez? Donc, les collectivités sont bien présentes, les services de l'État, les acteurs économiques, le monde associatif, et puis nos partenaires de la recherche et quelques établissements publics de l'État. Je ne sais pas s'il y avait aussi, ah oui, l'origine géographique, avec la Bretagne, nos amis bretons qui sont bien représentés. Euh, Ensuite, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, notamment, je pense, des collègues des représentants de la Charente-Maritime, mais peut-être pas que. Et puis, un représentant de Normandie, je crois savoir qui c'est, et Centre-Val de Loire, c'est les collègues du siège, sans doute en partie. Je vais arrêter le partage. Je crois que c'était la seule question. La dernière question, oui, c'est bon. Tac. Alors, pour ce qui est du programme, donc on a prévu le faire en plusieurs temps. Je vais vous présenter un peu le cadre du programme avec quelques diapositives qui ont déjà été présentées dans les sessions précédentes, mais pour les personnes qui n'ont pas pu assister aux sessions précédentes, on va vous remettre le cadre de ce deuxième programme, la stratégie d'intervention en focalisant un peu sur le volet littoral, un temps de questions-réponses, et donc on vous encourage à poser vos questions dans le module. On essaiera de répondre au mieux aux questions. S'il y en a beaucoup, eh bien, on repoussera peut-être dans un forum ou dans un, un- comment dire, un forum de questions. Et puis, on a prévu après une intervention en 3 temps. Anaïta plutôt sur le volet fonctionnalité ou restauration des fonctionnalités des milieux sur le volet biodiversité. Laurent sur le volet sanitaire et l'assainissement. Et moi, j'interviendrai sur d'autres thématiques qui intéressent directement les enjeux littoraux. On a prévu un tout petit temps sur le volet rivage, dont on vous parlera tout à l'heure, alors, qui n'a, j'allais dire, pas grand-chose à voir avec le littoral, là, pour le coup, mais c'est le nouveau logiciel de dépôt des aides pour le deuxième programme. Et on conclura vers les 15h30. Alors, j'attaque. Si la souris peut bien. Voilà. Alors déjà, comme élément de cadrage du deuxième programme, sachez que vous avez là à l'écran les différents documents qui ont structuré et qui ont contribué à la construction de ce deuxième programme. Il en manque un, c'est la lettre de cadrage que nous avons reçue du ministère courant 2024 et sur laquelle on s'est basé et dans laquelle le ministère avait exprimé un certain nombre d'attendus.
Dans les documents qui sont présentés là à l'écran, il y a plusieurs documents importants au titre du littoral. Alors notamment, je vais commencer par celui qui nous tient le plus à cœur, qui est le SDAGE, et en particulier son chapitre 10. Vous savez qu'il y a une révision tous les 6 ans à la fois du programme et du SDAGE, et donc dans le chapitre 10 dédié au littoral dans le SDAGE, il y a toute une série d'éléments, de documents qui structurent et le programme d'intervention a pour vocation à décliner une partie des orientations, une grande partie des orientations et des dispositions du SDAGE. Et puis il y a d'autres documents importants qui nous ont aidés à travailler sur ce programme. Je pense notamment aux documents associés à la mise en œuvre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin. Vous avez en haut à droite, on a indiqué le document, le DSF, le document stratégique de façade Sud-Atlantique et Nord-Atlantique Manche-Ouest, hein, dans lequel le plan d'action de ces documents exprime un certain nombre d'attendus auprès de l'Agence de l'eau, soit en termes de maîtrise d'ouvrage, soit en termes de financement d'action. Et ces documents nous ont servi pour la construction de ce programme. Et puis toute une série d'autres documents importants, je pense au plan national milieux humides, qui nous fixe des objectifs en termes d'acquisition foncière, tous les documents associés à la stratégie nationale relative à la biodiversité, et puis toute une série d'autres documents importants pour les autres modalités du programme. Alors, dans ce 12e programme, il y a deux grandes priorités. La première, c'est l'atteinte des objectifs d'usage, de reconquête de la qualité des eaux et d'atteinte des objectifs du bon état de ces eaux. Vous savez que sur les cours d'eau, mais aussi sur les masses d'eau côtières et de transition, on a un certain nombre de masses d'eau, tant sur les paramètres chimiques que sur le volet écologie, qui sont en état dégradé, en état moyen ou en état dégradé, et pour lequel il y a des gros enjeux de reconquête de la qualité de ces eaux sur toute une série d'indicateurs, que ce soit des questions d'eutrophisation, les problématiques de fonctionnement biologique des milieux, des questions liées à des problématiques de chimie. Donc tout ça nous amène à avoir des masses d'eau à reconquérir, et donc notre programme sert aussi a pour vocation à répondre à cet objectif de reconquête des masses. Et puis un autre principe important dans ce 12e programme, c'est le principe de solidarité urbain-rural qui vise à soutenir les investissements dans les communes rurales, j'allais dire défavorisées. Alors il y en a quelques-unes dans le zonage qui sous-tend cette solidarité urbain-rurale. Il y a quelques communes littorales pour lesquelles les dispositions spécifiques à cette solidarité sont susceptibles d'être mises en œuvre, notamment sur le volet assainissement. Alors, au-delà de ces deux grands principes, vous avez là quelques éléments, quelques chiffres clés de ce 12e programme, tant en redevance qu'en financement des actions. Et vous avez là, en bas à droite en bleu, le montant moyen d'aide que l'agence sera amenée à apporter au titre du 12e programme, avec, alors j'ai rajouté la petite illustration à droite, qui montre que sur ces 367 millions d'euros d'aide, qui peuvent paraître être un montant relativement important, mais qui, à l'échelle du bassin et eu égard aux enjeux auxquels on est confronté, ne représentent finalement pas une somme si importante que ça. Les sollicitations sont très très fortes. Elles l'ont été à la fin du 11e, et manifestement, en ce début de 12e programme, les sollicitations restent très importantes. Vous avez l'évolution entre 2025, première année du 12e programme, et 2030, l'évolution sur 6 ans de la dotation susceptible d'être apportée en termes de redevances. Donc vous voyez que le début de programme va être un peu plus compliqué que la fin de programme, mais en tout cas, le volume moyen est de 367 millions d'euros. Alors, l'ensemble de ce montant ne va pas aller au littoral, évidemment, ça couvre l'ensemble du bassin. 4 principes importants qui ont structuré la construction du programme, qui sont valables pour l'ensemble du bassin et que je vais décliner plutôt sous l'angle littoral. Le premier, qui porte sur la définition d'objectifs clés ciblés et chiffrés. Vous verrez tout à l'heure, il y a une diapositive qui montre qu'on s'est fendu aussi à l'exercice de construire des objectifs ciblés pour le littoral. Je vous le présenterai tout à l'heure. Et sur lesquels, ces mêmes objectifs, sur lesquels nos administrateurs nous demanderont de rendre des comptes sur l'avancement et sur l'atteinte de ces objectifs. Un deuxième principe qui est de renforcer la transversalité entre les démarches thématiques et la coopération entre les acteurs. Alors, sachez qu'au travers de ce principe, c'est derrière tout le lien terre-mer. Vous savez que ce sujet du lien terre-mer est un sujet récurrent
dans les différentes instances auxquelles nous pouvons ou vous pouvez participer sur le littoral. Et c'est un sujet qui a beaucoup fait parler et sur lesquels nos administrateurs ont beaucoup échangé au cours de la construction de ce 12e programme et qui se traduit fortement dans le produit fini de ce 12e programme. Et puis des enjeux de coopération avec les acteurs, et notamment, sachez que nous-mêmes, Agence de l'eau, on travaille beaucoup en coopération avec toute une série de partenaires, dont certains d'entre vous sont peut-être actuellement en train de nous visionner, et pour lesquels les partenariats techniques et scientifiques avec lesquels nous coopérons sont importants dans la mise en œuvre de la surveillance, mais aussi de la mise en œuvre du programme. Les enjeux de sélectivité. Tout à l'heure, Laurent vous présentera comment on a décliné cet enjeu de sélectivité dans notre programme, en particulier sur les questions d'assainissement. On ne peut pas financer tout partout, et à un moment donné, la stratégie a été d'identifier un certain nombre de cibles prioritaires pour lesquelles l'agence met en œuvre des modalités financières adaptées, plus incitatives, au bénéfice de l'accélération de l'atteinte des objectifs. Et puis, l'accompagnement des stratégies de territoire. Tout à l'heure, on fera une ou deux diapos sur les accords, la stratégie de contractualisation au niveau des territoires, pour lesquels, sur des sujets aussi complexes, il faut vraiment nouer, créer du lien entre les acteurs. Il y a ces accords. Voilà, alors je continue. Pardon. Alors, 7 enjeux structurent le 12e programme, dont un enjeu qu'on a appelé le bon état des eaux et des milieux marins et littoraux, dont on va parler aujourd'hui. Sachant que c'était quand même un peu une nouveauté par rapport au 11e programme, puisque dans le 11e programme, le littoral était un enjeu un peu transversal, en tout cas non prioritaire. Il y avait 2, 3 enjeux prioritaires dans le 11e. Aujourd'hui, 7 enjeux ont été mis sur la table de manière équitable, j'allais dire, ou égale, et le volet littoral est mis en avant au même titre que d'autres enjeux importants sur ce bassin. Alors, de quel littoral parle-t-on? Je vous ai mis en illustration les limites de l'application d'un arrêté du 17 mars 2023, donc relativement récent, qui étend le champ d'intervention des agences, enfin, du comité de bassin plutôt, au large. Alors, pour différentes raisons, liées notamment à la mise en œuvre de la directive cadre stratégique pour le milieu marin et la mise en place d'actions de surveillance que finance aussi l'Agence de l'eau, et puis pour des enjeux dont on ne parlera pas aujourd'hui, qui portent sur les questions notamment de financement du Fonds biodiversité et éolienne en mer. Vous avez, alors ça se voit peut-être pas très très bien, au bord de la côte, la limite des masses d'eau côtière et de transition, qui habituellement est la limite historique, globalement, d'intervention, ou du moins de surveillance, ou d'intervention de l'agence de l'eau au titre de la surveillance des masses d'eau. Alors ce littoral, il est marqué, qui fait donc pour nous 6654 km et qui représente 38% du littoral métropolitain, donc c'est un gros littoral par rapport aux autres agences de l'eau, marqué par un découpage en 69 masses d'eau côtière et de transition, et marqué par toute une série de pressions. Alors, ce n'est pas uniquement vrai pour Loire-Bretagne, c'est vrai aussi pour les autres collègues des autres agences de l'eau. Toute une série de pressions liées aux usages, à la forte sensibilité des milieux et aux multiples pressions qui s'y exercent. Et puis, sur ce littoral, autre élément important, c'est la superposition des éléments réglementaires auxquels on doit faire face et pour lesquels toute une série d'exigences nous sont fixées en termes d'atteinte du bon état. Je ne vais pas tous les lister, mais on vous les a mis là sur la diapositive. Et puis, autre spécificité du littoral, c'est la question du changement climatique. Alors, ce changement climatique impacte l'ensemble des bassins versants, et c'est une grosse préoccupation actuellement de l'Agence de l'eau. Mais sur le littoral, il s'exprime aussi d'autres manières, et donc on est obligé de bien le prendre en compte dans notre déclinaison du programme, eu égard aux impacts de ce changement climatique sur le milieu. Alors, sachez aussi, à titre introductif, que ce programme est le fruit d'un gros travail de nos instances. Ça fait donc près d'un an et demi qu'on travaille sur ce 12e programme, pardon, suite à des éléments de cadrage du ministère que j'ai évoqué tout à l'heure, et puis des éléments de bilan du 11e programme qui ont mis en évidence ou en avant
les difficultés et les réussites, mais aussi les limites de la mise en œuvre du 11e programme, et qui nous ont conduits en commission littorale du comité de bassin, mais aussi au sein de la commission programme des instances, à travailler sur cette préparation du 2e programme, au travers de différentes réunions. Alors, cet enjeu, préserver et restaurer le bon état des eaux et des milieux littoraux et marins, est découpé en 5 objectifs sur lesquels on reviendra un petit peu. D'une part, l'objectif associé à la réduction de l'eutrophisation des eaux littorales et marines, avec pour objectif principal d'intervenir sur les bassins versants et de favoriser des actions de réduction des flux d'azote à la mer, en priorité sur les bassins versants marqués par les phénomènes d'algues vertes, en particulier sur plage. Euh, et puis, en s'appuyant pour ce faire sur toute une série de dispositions d'aide qui apparaissent dans l'enjeu améliorer la qualité des eaux en luttant contre les pollutions de toutes origines, qui a fait l'objet d'un webinaire spécifique qui a eu lieu mercredi après-midi. Donc, je vous encourage, si vous êtes acteur agricole notamment, à retourner voir ce webinaire spécifique qui a été mené sur le volet agricole et qui détaille tous les éléments, toutes les modalités associées à la lutte contre les pollutions diffuses. Un objectif 2 qui porte sur le volet sanitaire, alors qui s'appuie sur des modalités qui s'appliquent sur l'ensemble du bassin et pour lesquelles un certain nombre de spécificités sont prévues sur le littoral et qui visent en fait à financer toute une série d'actions visant à décliner la mise en œuvre des profils de baignade et des profils de vulnérabilité conchilicole en vue de mettre en place une politique dynamique de restauration de la qualité de ces sites. Lorsqu'on fait le bilan du 11e programme, on se rend compte que, bon, certes, certains sites se sont améliorés, mais on a encore beaucoup de problématiques à traiter sur ces secteurs. Et donc, il est important de poursuivre les efforts associés à cet objectif. Alors, avec un deuxième point sur lequel on n'avait pas trop insisté au 11e programme et sur lequel on insiste dans le 12e au regard des bilans et des programmes d'action des profils de vulnérabilité qui aujourd'hui, pour certains d'entre eux, sont terminés, c'est l'enjeu d'intervenir spécifiquement et j'allais dire prioritairement sur l'accompagnement des actions qui concourent à la suppression des rejets directs des systèmes d'assainissement. Effectivement, dans le 11e programme, on parlait d'une origine multisource associée à la dégradation sanitaire des sites, mais manifestement, le volet maîtrise de la collecte au niveau des systèmes d'assainissement sur le littoral reste et demeure un point quand même assez criant. Troisième objectif porte sur la réduction des pollutions des eaux littorales dues aux micropolluants et aux déchets plastiques. Alors là-dessus, sur cette question des micropolluants, c'est une politique globale de l'ensemble du bassin Loire-Bretagne, sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne, pour lesquelles des modalités sont mises en œuvre. J'aurais dû d'ailleurs mettre un petit rappel sur le webinaire spécial industrie qui a eu cours, je crois, mardi dernier, et que vous pourrez revisionner, avec un zoom particulier que je ferai tout à l'heure sur le volet portuaire. Et puis la question des plastiques, hein, puisque on s'était testé au 11e programme par un appel à initiative. On fera un petit focus aussi sur les déchets dans ce webinaire. L'objectif 4 porte sur la préservation et la restauration des milieux naturels, littoraux et marins et la biodiversité associée. Alors ça, c'est une nouveauté dans le 12e programme. Là aussi, au titre du 11e programme, nous étions intervenus par appel à initiative, double appel à initiative, en 2020 et en 2023. Et puis, on a tiré les enseignements de ces résultats d'appel à initiative, ce qui nous a amené à construire des modalités dédiées à la préservation et la restauration de la biodiversité. Et tout à l'heure, Anaïta vous en fera un petit focus sur ce sujet-là. Donc ça, c'était vraiment une nouveauté. Et puis, un cinquième objectif qui porte sur le renforcement de la gestion équilibrée de la ressource en eau sur le littoral. Alors, ce problème de la gestion équilibrée de la ressource en eau, c'est un problème qui se pose sur l'ensemble du bassin, en réalité, hein, puisque sous l'effet du changement climatique, on a des gros soucis sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne sur ce sujet-là, mais qui se traduit spécifiquement sur le littoral, d'une part, par la nécessité de disposer d'apports d'eau douce à la mer en quantité et en qualité suffisante pour assurer le bon fonctionnement écologique des zones estuariennes et côtières. Et puis d'autre part, des enjeux spécifiques liés à la ressource et la distribution en eau potable,
puisqu'on est confronté, les collectivités littorales sont confrontées sur notre bassin, un peu partout, mais sur certains secteurs en particulier, à des difficultés d'approvisionnement en eau potable, ou du moins à des difficultés d'adéquation entre les ressources et les besoins en période notamment estivale. Et là, pour le coup, je vous encourage là aussi à aller spécifiquement voir le webinaire qui a été mené sur ces sujets-là par nos collègues. Alors, cette diapositive pour vous donc qui découpe en fait, qui revient un peu sur ces cinq objectifs. Donc l'objectif à gauche associé à l'eutrophisation, l'objectif associé à la restauration de la qualité sanitaire des eaux littorales, celui relatif aux micropolluants, aux déchets plastiques, l'objectif E4 sur la restauration de la fonctionnalité des milieux et la biodiversité associée, et l'objectif E5 sur les ressources en eau. Et à chacun de ces objectifs ont été associés un certain nombre de cibles que l'on s'est fixées à échéance de la fin du 12e programme. Alors, je reviens pas peut-être dans le détail, vous les avez là à l'écran, et pour chacun d'entre vous, et pour ce qui vous concerne, vous pouvez en prendre connaissance. Et de la même façon, à chacun de ces objectifs sont associés des fiches modalités. Alors, je pense que j'avais suggéré qu'on vous donne le lien sur le document du 11e programme. Dans ce document du 11e programme, vous avez tout un volet stratégique associé aux objectifs de ce 12e programme. Et puis, vous avez des fiches modalités. Et les petits noms que vous avez là, AS1, AS2, AS3, font référence, et puis les autres, font référence aux terminologies associées à ces fiches modalités. Et donc, en fait, à la lecture de cette diapositive, vous voyez que la mise en œuvre de cet enjeu associé au littoral s'appuie sur toute une série de modalités, de fiches modalités propres au bassin et sur lesquelles on vient s'adosser, on vient s'appuyer. Donc tout à l'heure, on parlera un peu plus des fiches MAC 4, MAC 5 et MAC 3, et puis aussi sur le volet assainissement, sur les fiches en orange, AS1, AS2, AS3 et plus. Mais vous avez toute une série d'autres modalités au sein de ce programme. Là, c'était le rappel pour ceux qui ne l'ont pas en tête du déroulé de cette semaine de webinaire, et j'ai mis en bas quelques flèches pour vous rappeler les principaux webinaires dans lesquels le littoral est directement ou indirectement concerné. Hein. Comme ça vous permettra de vous y retrouver. Alors, peut-être déjà, avant d'attaquer la suite, est-ce qu'il y aurait éventuellement des questions? Alors, j'en vois deux. Il y en a peut-être d'autres qui ont été répondus. qui ont été répondues. D'accord. Je ne les vois pas. Ah, répondu. C'est ouvert. Est-ce que vous prenez en compte la dynamique fluviale pour remonter le trait de côte? Alors, en l'occurrence, l'agence de l'eau, alors ça dépend de quoi on parle. Le trait de côte, en fait, en réalité, l'agence s'intéresse à la question du trait de côte. Tout à l'heure, Anaïta reviendra sur les enjeux de restauration de la morphologie au bénéfice de la restauration de la fonctionnalité des espaces. Par contre, l'agence de l'eau n'intervient pas directement sur des questions associées, par exemple, à des préoccupations légitimes et normales des collectivités en matière de suivi du trait de côte ou de renforcement ou de problématiques d'érosion côtière. Donc, sur ces sujets-là, on n'intervient pas. Alors après, sur la dynamique fluviale, je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence. C'est peut-être lié aux apports de sable qui viennent enrichir le trait de côte ou je ne sais trop. L'agent de l'eau n'est pas trop sur ces sujets-là aujourd'hui. Par contre, sur les questions de restauration de fonctionnalité de milieu ou de mise en œuvre de solutions douces sur le trait de côte, là, on peut potentiellement intervenir. Est-ce que vous prenez en compte la restauration des zones humides en amont pour diminuer l'acidité de l'océan et diminuer la destruction des mollusques à coquillages? Alors, par rapport aux objectifs que vous fixez à la restauration des zones humides, je ne suis pas sûr que ce soit les premiers moteurs de l'intervention de l'agence de l'eau sur la restauration des zones humides. Par contre, effectivement, l'agence de l'eau, on le présentera tout à l'heure, intervient sur des questions liées à la restauration des fonctionnalités des zones humides
en particulier des zones humides rétro-littorales, au bénéfice notamment de leurs fonctions, des problématiques d'amélioration des connectivités, toutes les fonctions associées à ces zones, mais pas spécifiquement liées à l'acidité des océans ou à la destruction des mollusques. Alors, si ça y contribue, tant mieux. Autre question, comment est abordé les côtiers qui voient leur population multipliée par 8 ou 10 en période d'étiage? Les populations résidentes vont-elles être normalement impactées? Est-il prévu que le secteur économique du tourisme côtier soit aidé? Alors, là-dessus, sur ces sujets-là, en réalité, il y a des modalités qui existent sur les questions d'eau potable. Euh, Disons que ces modalités portent sur notamment des actions en matière d'économie d'eau et de réduction des prélèvements, de sécurisation des ressources en eau potable, et puis aussi toute une série d'actions en matière de comment dire, d'interconnexion des territoires pour favoriser l'interconnexion des territoires pour lesquels il y a un peu plus de ressources et des territoires pour lesquels la tension s'exprime en période estivale. Hein. Mais là, pour le coup, là, je vous encourage à aller voir le webinaire spécial où ces modalités-là sont détaillées et sur lesquelles on interviendra, enfin, on répondra peut-être un peu moins, on rentrera un peu moins dans le détail aujourd'hui. La dernière, l'agence de l'eau participe-t-elle ou peut-elle participer au financement de campagnes de mesures auprès d'associations réalisant des prélèvements d'eau de baignade en complément de ce que peut faire l'ARS? Alors, j'allais dire plutôt non. Alors, disons que l'ARS donc, est un partenaire de l'agence de l'eau. Vous verrez tout à l'heure, on exploite fortement les données de l'ARS, notamment pour évaluer la dynamique d'évolution de la qualité des sites de baignade, des zones de pêche à pied, et puis on s'appuie aussi sur les données de l'IFREMER sur les zones conchilicoles. On a besoin de ces données pour essayer de prioriser notre programme. Après, des campagnes de mesure, on peut être amené à en financer plutôt auprès des collectivités qui jugeraient, dans le cadre de la mise en œuvre de leur profil de baignade ou de vulnérabilité, qu'il y a nécessité à faire un suivi spécifique, soit pour construire le plan d'action, soit pour évaluer l'efficacité du plan d'action. Mais des suivis spécifiques auprès des associations qui seraient déconnectées des dynamiques de profil, à ma connaissance, on en finance. Moi, je vous propose d'enchaîner. Hein. De toute façon, je pense qu'il y a une partie des questions pour lesquelles vous allez avoir des éléments de réponse dans les présentations qui vont suivre. J'ai une petite difficulté avec ma souris. Et ça, c'est pas dans le bon sens, là. Alors, Non, je peux montrer ça. si. Voilà. Alors, c'était donc sur le volet sanitaire, un petit zoom sur les questions associées à la qualité sanitaire des eaux. À toi, Laurent. C'est ça. Donc, ce que je vais vous faire, c'est un petit rappel de la problématique de la reconquête de la qualité sanitaire des eaux littorales. Alors, de qui parle-t-on? On parle de trois usages. L'usage baignade en mer, l'usage pêche à pied de loisirs ou récréative, et l'usage de production conchilicole. Un petit rappel là aussi des différentes sources de contamination microbiologique qui sont présentes. Alors on les voit sur la diapo et qui impactent les trois usages que je viens de citer. Ce que l'on retrouve majoritairement dans ces différentes sources de contamination, c'est les rejets liés à l'assainissement collectif des eaux usées et notamment les rejets d'eau usée non traités. Et on retrouve également assez majoritairement dans le cadre de diagnostic les rejets liés aux animaux, qu'ils soient d'élevage, sauvages ou domestiques. Un petit rappel également sur la démarche de profil de vulnérabilité, donc qui a pour objectif de définir des plans d'action de reconquête, de restauration de la qualité sanitaire et qui est donc obligatoire en termes réglementaires. Donc là, je vous invite
à consulter les guides disponibles que propose l'agence, à savoir un guide sur les profils conchylicoles et deux guides sur les profils ou actualisation de profils de baignade, avec notamment un guide qui a été co-construit avec l'agence de l'eau Adour-Garonne et l'ARS Charente-Maritime, et le département de la Charente-Maritime aussi. Alors là aussi, un petit rappel sur la démarche de profil. Donc, je vais plutôt faire des points de vigilance, oui, pardon, en lien avec l'expérience qu'on a pu tirer des programmes de l'agence précédent et du financement de ces profils, notamment. Premier point de vigilance, on parle de profil, une zone de pêche à pied de loisirs, l'identification et surtout la hiérarchisation pollution, de manière à opérationnaliser euh, ce diagnostic dans le cadre d'un plan d'action hiérarchisé. Alors comment? Je rappelle la démarche de profil, et je vous invite à consulter le guide pour avoir tous les détails. Un profil, il faut avant tout un porteur qui soit impliqué, qui soit reconnu. Il faut bien évidemment que tous les acteurs contributifs à la dégradation et tous les acteurs d'une manière générale soient bien présents dans le cadre de comités de pilotage et de comités techniques. Et enfin, le profil se décline en trois étapes. Ce qui est important à retenir, c'est que dès l'étape 1, l'étape qui quantifie et qui essaie d'estimer la contribution des différentes sources de pollution, dès cette première étape, on peut décliner ce prédiagnostic dans le cadre d'un plan d'action et continuer ou pas la démarche de profil vers l'étape 2 et l'étape 3. Tout à l'heure, Régis a évoqué la sélectivité qui s'inscrit dans le cadre de notre 12e programme de l'agence au niveau des sites d'usage. Donc là, je vais vous présenter la méthode de sélectivité qui a été retenue au regard des trois usages baignade, pêche à pied, de loisirs et conchyliculture. Il faut savoir que ce travail et cette méthode de sélectivité s'appuie sur un partage de la méthode avec les ARS du bassin, qui ont une frange littorale, et également avec l'Ifremer. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour chacun des usages, on a identifié des seuils à partir desquels il paraissait important de mettre en avant ces sites comme étant dégradés d'un point de vue sanitaire et qui avaient des actions nécessaires à conduire, ce qui nous amène à identifier à peu près 10% des baignades, 50 sites de pêche à pied sur les 177 que compte la frange littorale Loire-Bretagne et 72 cibles conchylicoles, c'est-à-dire à peu près 200 cibles réparties sur l'ensemble du littoral Loire-Bretagne. De cette méthode de sélectivité des cibles, nous avons identifié à l'appui des profils de baignade ou de vulnérabilité des systèmes d'assainissement dits prioritaires au regard de l'enjeu microbiologie. Et nous avons donc, les administrateurs ont donc validé une liste de systèmes d'assainissement prioritaires sur cet enjeu-là pour le 12e programme. L'incidence positive de les avoir identifiés comme prioritaires, c'est qu'à partir du moment où les travaux qui sont envisagés au titre du profil associé à cette cible pour ce système d'assainissement et pour lesquels nous sommes sollicités peuvent bénéficier du taux prioritaire qui aujourd'hui est fixé à 50%. Donc une bonification entre le taux de base à 25 et le taux prioritaire spécifiquement pour ces systèmes d'assainissement au droit des cibles. Vous retrouvez toutes les listes des cibles et des SAP, les systèmes d'assainissement prioritaires,
en ligne sur le site de l'agence. Alors voilà, d'une manière très macro, la répartition pour ce qui concerne la Bretagne des cibles d'usage et des systèmes d'assainissement prioritaires. Et nous avons la même chose pour la région Pays de la Loire et la Charente-Maritime, tout au moins la partie de la Charente-Maritime qui relève du bassin Loire-Bretagne. Alors, au niveau des financements et des participations financières de l'agence, je fais un rappel sur des choses qui existaient déjà au titre du 11e programme et qui sont reconduites, à savoir la possibilité d'accompagner l'actualisation des profils de Méniade pour les sites donc, que je vous ai évoqués tout à l'heure, qui sont les cibles identifiées au titre du 12e programme, auto-prioritaire. On a également la possibilité d'accompagner, alors soit la réalisation lorsque ça n'est encore pas fait, ou l'actualisation des profils de vulnérabilité des zones conchylicoles ou des sites de pêche à pied, là aussi auto-prioritaire, et là c'est pour tous les sites conchylicoles et tous les sites de pêche à pied que l'aide est possible. J'attire votre attention sur le fait que l'actualisation d'un profil de vulnérabilité est importante et intéressante à réaliser, d'autant plus que les premiers profils qui datent des années 2016-2017 euh, ne bénéficiaient pas de toute la connaissance et de toutes les données disponibles aujourd'hui maintenant sur les contaminations euh, qui sont des sites. Donc, c'est intéressant de remettre sur la table les premiers profils et d'actualiser régulièrement son profil pour en tirer des plans d'action qui soient les plus opérationnels et les plus actualisés possibles pour un objectif de reconquête rapide de la qualité sanitaire. Donc, vous pouvez bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous inspirer des guides pour construire votre cahier des charges d'élaboration ou d'actualisation des profils. En termes d'accompagnement financier de la part de l'agence au titre du 12e programme, on a toute une liste d'opérations de lutte contre la pollution microbiologique, alors d'origine domestique, industrielle ou liée aux eaux pluviales. Là, avec des actions qui peuvent être auto-d'accompagnement ou auto-prioritaires. Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une bonification possible auto-prioritaire pour les travaux attachés à l'assainissement collectif lorsqu'ils sont identifiés sur un SAP et qui sont au droit d'une cible d'usage. Ce qu'il faut noter, c'est qu'au niveau des fiches actions assainissement, l'enjeu prépondérant, c'est de supprimer tous les déversements d'eau usée non traitées. Qu'au niveau des eaux pluviales, l'objectif, c'est bien évidemment d'accompagner la collectivité à ralentir tout le transfert de la contamination microbiologique vers la mer, en renforçant bien évidemment, entre autres, l'infiltration. Bon, je vous renvoie vers les webinaires, le webinaire qui va avoir lieu à 16 heures pour plus de détails. Autre opération que l'agence accompagne au niveau de la lutte contre la pollution microbiologique, c'est plus au titre de l'origine agricole. Donc là aussi, on est sur des taux qui peuvent varier entre 25 et 50%. Ce qu'il est important de noter, c'est que là aussi, il y a deux webinaires très attachés à cette problématique de manière plus globale que je vous invite à revoir. Parmi les exemples qu'on peut citer d'opérations de lutte contre la pollution microbiologique d'origine agricole, c'est tout ce qui va être associé à la restauration des cours d'eau, à la réduction des transferts sous forme d'accompagnement à la plantation de haies, à la création de talus, les pompes à museau, comme on le voit sur la photo de droite, et enfin tout ce qui va être associé à des diagnostics d'exploitation ou du conseil individuel ou collectif auprès de la profession agricole. Je suis arrivé au bout. Je vous propose un petit temps de questions-réponses.
de ces profils. Il faut que tu la lises. Alors, il faut que je lise La question. il faut que je lise la question. Généralement, qui est en charge de réalisation de ces profils? Oh, j'ai envie de répondre le plus pertinent. Et pas forcément le maître, et pas en aucun cas forcément le maître d'ouvrage de toutes les actions qui seront inscrites dans le profil. Ce serait faire une erreur. Donc, en général, c'est le syndicat de bassin versant, la structure qui a la capacité à fédérer autour d'elle tous les acteurs à la contribution à la dégradation et d'arriver à suivre le plan d'action qui sera mis en œuvre à l'issue du profil. Alors oui, la pompe, on parle de pompe à museau. En fait, le principe consiste à faire en sorte que lors de l'abreuvement des animaux, ils ne patauchent pas dans le cours d'eau et qu'ils pompent avec leur museau pour l'eau afin de s'abreuver sans dégrader la qualité, notamment sanitaire, du cours d'eau dans lequel ils pompent l'eau. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tout a été répondu. Alors, ce qui est important, je pense, enfin, Laurent l'a dit, hein, et je crois que ça a été une question qui a été posée dans le webinaire, enfin dans le module question-réponse, c'était la liste des cibles et des SAP. Donc ça, Laurent vous l'a exposé, hein, c'est un gros travail qui a été mené par l'Agence de l'eau d'actualisation des cibles sur le fondement des données issues des réseaux des ARS et de l'IFREMER. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir accès à cette liste de cibles et de systèmes d'assainissement prioritaires, donc susceptibles de faire l'objet de bonifications d'aide associées à ces cibles. Donc je pense que le lien sur, sur ces cibles vous a été transmis dans le module question-réponse, mais si besoin, je pense que tu avais mis le lien dans le diaporama qui sera lui-même accessible. Donc ça, c'est important à avoir en tête, hein. Priorité accessible. Comme il n'y a plus d'autres questions pour l'instant, on va attaquer le volet suivant qui porte sur l'enjeu E4 relatif à la préservation et la restauration des milieux naturels, littoraux et marins et la biodiversité associée. Et vous allez voir que là-dessus, sur ce sujet-là, il y a des évolutions sensibles à vous présenter. La souris. Merci. Alors effectivement, depuis 2016, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les agences de l'eau se sont impliquées dans le financement d'actions en faveur de la biodiversité marine. Et dans un premier temps, au cours du 10e et du 11e programme, pour un peu s'approprier cette nouvelle thématique et préciser sa stratégie, l'agence est passée par des appels à projets. Donc, pour vous donner un exemple, au cours du 11e programme, il y a eu une cinquantaine de projets au total qui ont été financés sur cette thématique. Et on s'est évidemment appuyé sur ces retours d'expérience et le bilan de ces appels à initiative pour construire le 12e programme et proposer de financer certaines de ces actions au fil de l'eau. Donc là, je vais vous présenter d'abord un peu un cadrage un peu général sur la biodiversité marine et comment, quelle est notre approche dans ce 12e programme. Et après, je rentrerai plus dans le détail sur ces modalités de financement avec des exemples d'actions financées. Donc, stopper l'érosion de la biodiversité marine et la reconquérir, un grand défi, et on y est loin encore. Les principaux facteurs qui ont été identifiés comme responsables de cette érosion sont les suivants. Donc, en tête, tout ce qui va être lié aux pollutions, eutrophisation chimique et macrodéchets, mais également tout ce qui est en lien avec la dégradation physique des milieux. Et c'est ça dont on va parler plus précisément là dans la suite, et notamment tout ce qui va être lié à l'artificialisation côtière et à la destruction, la fragmentation des habitats. Donc souvent, ces pressions, elles sont liées à des opérations d'aménagement du territoire qui sont anciennes ou actuelles, comme la mise en place d'ouvrages, de digues, ou alors encore tout ce qui va être dragage de sédiments ou exploitation des sols marins.
Voilà. Comme autre facteur dont on ne parlera pas aujourd'hui, tout ce qui est surexploitation des ressources naturelles, introduction d'espèces exotiques envahissantes, et tout cela dans un contexte de changement climatique qui perturbe le fonctionnement des écosystèmes et donc les fragilise aussi face à ces multiples pressions. Donc, on a un certain nombre de documents dont parlait Régis en début de présentation, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer et qui vont nous guider pour fixer les priorités de notre action. Donc, je pense notamment aux documents stratégiques de façade qui identifient par grands secteurs les enjeux environnementaux sur lesquels il faudra agir en priorité. Donc notamment voilà, les espèces et les milieux pour lesquels on a collectivement une forte responsabilité pour la conservation, pour leur conservation. Et on peut également s'appuyer sur nos documents cadres qui sont plus spécifiques au littoral Loire-Bretagne, donc au travers du SDAGE, qui lui va fixer les grandes orientations, les dispositions et les actions à mener en priorité pour la reconquête du bon état des eaux, dont vous a parlé Régis. Et donc là, je vous ai mis une carte de l'état des lieux DCE 2025, donc, qui a évalué l'état écologique de nos eaux côtières et estuaires. Et évidemment, on sera attaché à mener prioritairement des actions pour reconquérir le bon état de ces masses d'eau qui ne sont pas encore en bon état. Donc maintenant, je vais rentrer plus dans le vif du sujet. Donc là, vous allez voir sur cette diapositive, je vous présente les 3 dispositifs, donc 3 modalités de financement donc, que vous retrouverez dans notre stratégie dans 3 fiches distinctes. Donc la MAC 3, je vous donne les petits noms, MAC 4 et la MAC 5, qui ont toutes les 3 des entrées un peu différentes. Je vais vous expliquer. Donc la MAC 3, elle a plutôt une entrée sur la restauration des zones humides, donc dans notre cas rétro-littoral. La MAC 4, c'est un dispositif qui va plutôt concerner la restauration des milieux naturels, littoraux et marins, donc une entrée milieu. Et la MAC 5, elle, a une entrée espèces, puisqu'elle va viser la restauration des espèces marines menacées. Enfin, je dis marines, mais c'est une fiche qui est plus globale, mais là, je vous parlerai des espèces marines menacées de disparition. Le périmètre géographique, ce sont les eaux côtières, les estuaires et le bassin Loire-Bretagne. Donc, au travers de ces 3 dispositifs, on accompagne à la fois des actions de connaissances, d'acquisition de connaissances. Donc, ça sera l'ensemble des études préalables aux travaux de restauration ou de gestion pour ces 3 fiches. Et ça peut être en plus donc, des inventaires de zones humides ou des études d'acquisition de connaissances dans le cadre des plagés pollués. On va accompagner également des actions de restauration des milieux et des espèces. Donc, pour ce qui est des zones humides, il s'agira là d'accompagnement de l'acquisition foncière, mais aussi de travaux de restauration des fonctionnalités des zones humides rétro-littorales, y compris de curage des marais rétro-littoraux quand l'objectif visé est bien cette fonctionnalité, enfin une meilleure fonctionnalité. Pour ce qui est des milieux marins, là, 2 types d'actions vont être accompagnées. Donc, un premier type qui sont les réductions des pressions sur les habitats sensibles. Et quand ces pressions sont supprimées, mais que cela n'est pas suffisant pour que l'habitat soit fonctionnel, on pourra financer des actions complémentaires, donc des petits coups de pouce supplémentaires, notamment des actions de restauration active, et en sachant qu'on gardera quand même comme principe que la restauration passive par suppression des pressions est privilégiée et qu'elle est dans tous les cas préalable à ces actions de restauration active. Et dans tous les cas, nous serons vigilants à ce qu'il n'y ait pas de nouvelle artificialisation qui soit engendrée par les travaux. Et enfin, dans cette fiche MAC 5 qui vise les espèces marines menacées de disparition, peuvent être accompagnées des mesures de sauvegarde ponctuelle des poissons migrateurs, donc dans le cadre des plagépomies, ainsi que des travaux de restauration des habitats fonctionnels des espèces menacées. Pour ce qui est des taux d'accompagnement
Pour les études, on sera sur un taux maximal à 50%, sauf pour les inventaires de zones humides où là, l'accompagnement peut aller jusqu'à 70%. Et pour ce qui est des travaux de restauration, on sera à 70% pour les restaurations des zones humides et des habitats fonctionnels d'espèces menacées, à 50% pour les travaux de restauration des habitats marins et 25% pour le curage des marais rétro-littoraux. Je ne reviens pas sur les cibles dont vous a parlé Régis, mais peut-être simplement vous dire que demain, entre 10h et midi, on aura un deuxième webinaire qui traitera des milieux aquatiques et de la biodiversité, et pour lequel on ira plus en détail, notamment sur les exemples d'actions sur les actions de restauration des milieux humides et de la biodiversité. Là, moi, je vais m'attacher à vous parler d'exemples de travaux de restauration des habitats, donc plutôt ce qui est en lien avec la fiche MAC 4. Je vous ai dit deux types de travaux qui peuvent être accompagnés. Tout ce qui est travaux de réduction des pressions, là je vous ai mis quelques exemples de ce qu'on a pu accompagner dans le cadre des appels à projets. Donc, on avait notamment accompagné un travail des travaux de restauration de vasières intertidales en baie de l'Aiguillon, qui étaient des vasières qui sont toujours en partie euh, remplacées dans certains secteurs par des crassats d'huîtres. Donc, c'est ce que vous voyez sur la photo. Ça va être des bancs d'huîtres creuses qui s'agglomèrent sur des anciennes tables conchilicoles qui ne sont plus utilisées. Et donc, dans ces secteurs-là, on voit bien que la vasière n'est plus fonctionnelle et ne peut plus, en tout cas, accueillir notamment les oiseaux marins qui viennent s'y nourrir. On avait un autre type de projet qu'on a pu accompagner, d'effacement d'ouvrages maritimes obsolètes, notamment de digues, d'anciennes conduites, etc. Et là, on accompagne du coup cet effacement dans un objectif de restaurer les connectivités, les liens terre-mer et la dynamique hydrosédimentaire de ces estuaires et marais rétro-littoraux. Et enfin, un dernier exemple de projet qui tourne autour de la réorganisation et l'installation de mouillages écologiques sur des habitats sensibles au frottement des chênes sur le fond, comme les herbiers ou le merle. Donc là, vous voyez en dessous de chaque photo, je vous ai mis des liens vers des vidéos si jamais vous êtes intéressé pour aller voir un peu plus de détails sur ces projets qu'on a pu accompagner. Et enfin, je terminerai les exemples sur le dernier type de travaux qu'on peut accompagner, euh, qui sont des travaux de restauration des espèces structurantes d'un milieu. Donc là, on ne restaure pas uniquement une espèce, hein, mais bien un écosystème entier, puisque les espèces qui vont être réintroduites là, dans ces exemples-là sont des espèces dites ingénieurs qui vont réellement reconstruire un habitat. Et donc là, on a accompagné deux projets, un projet de réintroduction de laminaire au large du Croisic et un projet de réintroduction d'huîtres plates en rade de Brest. Et donc pareil, là, je vous ai mis un petit film si vous voulez aller plus dans le détail pour voir ces exemples. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, je vois que mes collègues y répondent au fil de l'eau, je ne sais pas s'il en reste une peut-être. Oui. Si tu peux le lire peut-être. Une des questions portait sur le taux d'aide pour une acquisition foncière. Donc là, on est sur des taux d'aide qui sont quand même très incitatifs. On est à des taux de 70% dans un objectif de restauration ou de maîtrise foncière au bénéfice de la restauration de la protection ou la restauration des fonctionnalités de ces zones et de la protection des milieux. Qu'en est-il du saumon atlantique? Alors la question est vaste. Donc là, pour le coup, alors nous, on se concentre surtout sur le volet littoral, mais derrière, associé à cet enjeu, il y a toute une série d'actions aussi qui sont financées en termes de continuité écologique, de restauration de fonctionnalités de milieu, de cours d'eau, après avec les limites des effets de ces actions, hein.
est-ce que les marais du littoral sont encore traités par pulvérisation d'insecticides au printemps et en été? Certainement, sans doute. J'avoue que ça dépasse un peu le champ de notre action. Par contre, est-ce que ces territoires peuvent être bénéficiés d'aide de l'agence? Euh, Disons que si il y a pas de lien direct entre la première question et la deuxième, si ces milieux ont besoin de restauration de fonction de ces milieux, ils peuvent faire l'objet de modalités d'aide de l'agence en lien avec les partenaires locaux. Alors, on avait une question peut-être pour Anaïta sur la conversion de mouillage sur habitat sensible. Est-ce que les structures sont éligibles? Je te laisse répondre. Alors, c'est oui, la réponse est oui. C'est même un sujet relativement nouveau, puisque jusqu'à présent, on le traitait par appel à initiative et on s'était fait un peu la main sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, alors dans des conditions qu'il va falloir discuter avec les délégations territoriales qui mettent en œuvre le financement de ces actions, et sous réserve d'avoir la bonne démonstration entre l'impact de ces brouillages sur ces milieux sensibles, eh bien, ce type d'action est éligible aux aides de l'agence. Alors, autre question sur l'huître creuse qui suscite une interrogation. Alors, l'huître creuse sous forme de récif naturel peut être également être vue comme quelque chose de positif. Alors, du coup, l'huître creuse, c'est une espèce introduite puisque c'est une huître japonaise au départ. Donc, bon, je ne sais pas si on peut l'avoir que quelque chose de positif. En tout cas, c'est pas une espèce qui est naturellement présente, en tout cas sur nos côtes. Est présente, mais son origine est effectivement euh, pas naturelle comme celle de l'huître plate. Je pense qu'on avait fait le tour des questions. Ah, un guide technique. Alors, la réponse, est-ce qu'on est associé aux réflexions? La réponse est non. Attends, pose la question. Alors oui, là, pardon, vous ne voyez pas la question. Alors, un guide technique sur la compensation en milieu marin était ou est en préparation par la DGITM. Avez-vous des informations sur ce guide? L'agence de l'eau est-elle associée aux réflexions? Alors, est-ce qu'on a des informations sur le guide aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on est associé aux réflexions? La réponse est non. Par contre, ce que je peux dire, c'est que on a une réunion avec le ministère la semaine prochaine, et notamment le bureau en charge de ces questions-là, et en présence du directeur général, et peut-être que le sujet va nous être évoqué, et peut-être qu'on aura un peu plus d'informations à ce moment-là à vous donner. Euh, euh, Question, comment peut-on faire connaître à l'agence un site cumulant un bassin versant complet, un fleuve côtier, des assainissements individuels défaillants, des sources polluées et une petite zone humide? Alors, je pense que le mieux dans ces cas-là, hein, c'est nous on intervient dans le cas d'une mission siège. Mais tout à l'heure, je vous présenterai l'organisation territoriale ou la répartition territoriale de la délégation. Je pense que le mieux à ce moment-là, il y a deux options. Soit vous passez par la délégation territoriale et vous leur faites part de votre préoccupation sur un site qui mérite ou qui accumule toute une série de problématiques et il faut faire remonter à ce moment-là, soit auprès de la délégation territoriale, soit auprès du, de la structure gémapienne qui, localement, a compétence sur le sujet. Alors, voilà, il y a toute une série de questions. Alors, on va peut-être pas répondre à tout. On reviendra a posteriori peut-être sur un certain nombre de questions. Euh, Écoutez, là, je vois pas. Enfin, il y a des questions vraiment très spécifiques qui sont posées, et je propose qu'on les passe et qu'on revienne après sur peut-être des questions plus générales qui concernent tout le monde. Euh, alors, d'autant que le temps est compté. Le temps passe et on n'a qu'une heure et demie. Donc, alors, dernière partie en termes de modalités. Donc, vous avez vu tout à l'heure, bon, on vous encourage à aller voir le webinaire sur l'assainissement pour l'objectif E1.
On vous encourage spécifiquement, parce que c'est vraiment des sujets très spécifiques, à aller voir le webinaire spécial sur les ressources en eau, la gestion équilibrée de la ressource en eau pour l'objectif E5. Anaïta est intervenue sur l'objectif E4. Euh, Laurent est intervenu sur le volet sanitaire, pour lequel il y avait quand même des éléments importants à vous présenter. Je vais vous rapidement venir sur l'objectif E3. Alors, vous savez que l'Agence de l'eau a des modalités spécifiques, c'est la fiche Indus 1.1, qui est dédiée à la réduction des flux de micropolluants sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne. Donc ça, c'est pas propre au littoral. Bon, il s'avère qu'il y a quand même des sites sur le littoral pour lesquels la mise en œuvre de ces modalités nous importe beaucoup et pour lesquels il y a des risques spécifiques liés aux concentrations de micropolluants. Et en particulier, ce sont les zones portuaires qui présentent toute une série d'activités qui, pour la plupart d'entre elles, sont maîtrisées notamment par les gestionnaires portuaires, mais pour lesquelles, parfois, toute une série d'actions sont à mener en termes de réduction de la pression liée à ces activités. Alors, je vous ai mis là sur cette diapo, de manière un peu synthétique, hein, je vous l'avoue, les natures de pollution régulièrement observées sur les zones portuaires et les sources de pollution associées à ces différentes natures de pollution. Et je vous ai mis à droite quelques illustrations de photos propres à l'agence d'ailleurs, hein, qu'on a pu être amené à faire lors de nos visites sur certains sites portuaires. Alors, la logique, la doctrine côté agence de l'eau, c'est de privilégier la gestion partenariale. C'est-à-dire qu'on a été régulièrement, et on l'est d'ailleurs toujours, sollicité au coup par coup pour des financements d'actions spécifiques d'économie d'eau, ou ponctuellement une aire de carénage, ou ponctuellement un suivi sur un rejet d'un exutoire d'eau usée ou d'eau pluviale, souvent au droit d'une zone portuaire. Et c'est vrai que cette approche-là ponctuelle, on en revient un tout petit peu. Alors, je ne dis pas qu'on peut l'exclure, mais on peut le faire. Mais il nous semble largement préférable d'avoir une approche globale, partenariale, avec l'ensemble des acteurs susceptibles de contribuer à la dégradation de la qualité des eaux et des sédiments dans les zones portuaires, c'est-à-dire le gestionnaire portuaire, mais souvent ces zones portuaires sont enclavées dans un tissu ou dans une zone urbaine et pour lesquelles le partenariat est important. Et l'idée, et là, pour le coup, on le finance, ce type de diagnostic portuaire, souvent à des taux de 50%, c'est souvent le taux moyen des études. L'objectif de ces diagnostics portuaires, c'est de faire une sorte d'état de l'art, l'état des lieux plutôt, de la situation de ces zones portuaires en termes de contamination des eaux et des sédiments. Souvent, les gestionnaires portuaires ont toute une série de données caractérisant, qualifiant la contamination de leur bassin portuaire, de voir un peu l'état des consommations en eau associées à cette zone portuaire et de construire, d'identifier les sources de contamination et de construire un plan d'action. Et côté agence, on privilégie le financement, si possible contractualisé, des actions susceptibles d'être menées sur ces zones portuaires au bénéfice de la reconquête de la qualité de ces zones portuaires. On a quelques expériences au cours du 11e programme qui manifestement ont plutôt bien fonctionné. Elles ne sont pas hyper nombreuses. Et donc, je ne peux qu'encourager les gestionnaires portuaires qui nous écoutent à s'engager dans ce type de diagnostic et au bénéfice non pas uniquement du diagnostic, mais de l'enclenchement d'une série d'actions sur un pas de temps qui peut être plus ou moins long. Hein. Effectivement, des fois, ça peut générer des investissements relativement coûteux sur lesquels l'agence peut apporter son appui dans le cadre de modalités qui ont été présentées lors du webinaire spécial entreprise. Alors pourquoi spécial entreprise? Parce que les activités portuaires sont considérées comme une activité dite concurrentielle, même les activités de plaisance, les ports de plaisance. Et donc, à ce titre-là, sont soumis à l'encadrement européen. Alors, les modalités soumises à l'encadrement européen, c'est quand même assez compliqué. Donc, je vous encourage à aller voir le webinaire, mais globalement, il faut retenir que tout ce qui est diagnostic portuaire, c'est à un taux de 50%. Tout ce qui est lutte contre les micropolluants, notamment tout ce qui est aire de carénage, alors en fonction de la nature du maître d'ouvrage, ça va être autour des 40 à 50%. Et puis, on peut financer au taux d'accompagnement à 25% toute une série d'autres actions. Et puis, toutes les actions en matière de réduction de la pression, la réduction des économies d'eau dans la zone portuaire peuvent elles aussi faire l'objet de soutien à des taux d'aide intéressants. Et puis,
il y a un petit rajout par rapport au 11e programme qui a été complété, c'est-à-dire que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous disais que le financement au coup par coup, on préfère le limiter. Par contre, il a été indiqué dans les modalités que pour les zones industrialo-portuaires qui croisent différentes activités, pour lesquelles une intervention au coup par coup n'aurait pas vraiment de sens, là, pour le coup, la programmation globale suite à diagnostic est à privilégier, voire à prioriser. J'en dirai pas plus sur ce volet portuaire. N'hésitez pas à revenir vers les délégations ou vers nous si besoin. Dans cet objectif E3 sur les micropolluants, il y a aussi un autre élément sur les déchets plastiques. Vous savez que ce sujet des déchets plastiques concerne l'ensemble des eaux, j'allais dire continentales, mais aussi le littoral, qui est l'exutoire final de tous ces rejets de déchets plastiques. Alors, sur ce sujet-là, sachez que le ministère a fait un document qui est téléchargeable sur Internet, qui est le plan d'action zéro déchet plastique en mer, qui court sur la période 2020-2025, pour lequel le ministère envisage d'ailleurs une actualisation de ce plan d'action, et qui sollicite, je crois qu'il y a une 35 actions dans ce plan d'action, et certaines actions concernent directement les agences de l'eau. Ce qui nous avait amené au cours du 11e programme à lancer un appel à initiative, un peu à titre de test, pour financer un certain nombre d'actions, alors que je vous ai remis là les objectifs du cahier des charges de cet appel à initiative. D'une part, aider les collectivités ou les partenaires à construire des stratégies territoriales et expérimenter des dispositifs de lutte contre les macro-déchets plastiques dans les systèmes d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Et puis, on était sollicité dans ce plan d'action sur une autre action, qui était de contribuer au financement de la mise en place de dispositifs de limitation des fuites de biomédias filtrants en plastique qui sont utilisés dans certaines stations d'épuration des eaux usées. Alors, cet appel à initiative, je fais un petit retour en arrière, a conduit à 10 initiatives sur l'ensemble du bassin Nord-Bretagne qui sont illustrées là. Vous avez donc globalement 7 initiatives sur l'ensemble du bassin pour j'allais dire six grandes collectivités qui sont là. Je vais vous les lire: Roanne, Saint-Étienne, Bourges, Limoges, Saumur et La Roche-sur-Yon, avec le périmètre du camembert associé à ces villes qui est proportionnel au volume financier qui a été proposé par l'agence. On avait un cas particulier sur le port des minimes avec une action qui était portée par une association, et puis 3 actions transversales qui sont là en pleine mer, Surfrider sur les biomédias, une animation plutôt de nature, j'allais dire de contribution à l'émergence d'actions qui était portée par un partenaire important qui est l'IAGF, et puis une collaboration entre l'Office international de l'eau et le CEDRE sur laquelle je vais revenir. Cet appel à initiative a été suivi donc des faits. On continue à suivre les actions qui sont mises en œuvre, mais on a jugé qu'on n'avait pas suffisamment de recul pour définir des modalités en dur dans le 12e programme. En conséquence de quoi, il est prévu dans le 12e programme, on s'est fixé une cible pour le 12e programme, c'est de pouvoir apporter notre appui à 15 collectivités supplémentaires susceptibles d'être mobilisées dans des programmes ambitieux de réduction des flux de macro-déchets plastiques dans les réseaux d'assainissement d'eau usée et d'eau pluviale. Donc, on encourage les collectivités à se mobiliser sur ces sujets-là. En termes de modalités, on a prévu, alors à une échéance qu'à ce stade, je ne peux pas vous préciser, de relancer un appel à initiative, mais déjà, vous pouvez retrouver le cahier des charges de l'appel à initiative du 11e programme et vous verrez un peu l'esprit de cet appel à initiative. Et on compte bien en relancer un dans le 12e programme dès que l'opportunité ou la possibilité nous en sera donnée. Et puis, je voulais revenir sur une des initiatives qui était coportée par l'OIO et le CEDRE, qui, en fait, consiste à une animation territoriale via un réseau qui s'appelle le réseau Regard. Alors, le lien va vous être transmis dans le module questions-réponses, ou vous a été transmis dans le module questions-réponses. Et en fait, il suffit, si vous êtes collectivité et que vous avez besoin d'un appui parce que vous vous posez des questions techniques sur comment on pose tel ou tel filet, comment je construis ma stratégie, comment je comptabilise mes déchets, comment je mets en place une action de sensibilisation.
ou est-ce que j'ai besoin d'éléments chiffrés pour essayer comment dire, de chiffrer l'action que j'envisage, ou un appui en termes de retour d'expérience? N'hésitez pas à prendre contact. Vous avez un petit nous contacter sur le site internet. Et derrière, c'est une animation qui est financée par l'Agence de l'eau. Et l'OIO et le CED peuvent gratuitement vous apporter leur concours pour vous apporter un éclairage technique sur toutes ces questions que je vous ai soulevées et vous aider à vous préparer à mettre en œuvre une action de réduction des flux de déchets. Et puis, si cette action est coûteuse, eh bien, on espère bien lancer cet appel à l'initiative d'ici peu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les déchets, sachant que ce sujet des déchets est une grosse problématique sur notre littoral, mais pas que d'ailleurs. Et puis je voulais revenir sur quelques fiches un peu transversales, hein, puisque vous avez vu que j'ai rajouté en bas plusieurs fiches. La première sur l'animation territoriale. Alors, vous savez que l'Agence de l'eau a remis un peu à plat, dans le cadre de ce 12e programme, ses modalités de contractualisation sous forme d'un nouvel outil qui s'appelle un accord de territoire, qui sera conclu entre l'Agence de l'eau et le coordonnateur principal de la démarche, qui peut être une collectivité, un groupement industriel, une structure de bassin versant. Alors, l'accord de territoire donc, permet d'accompagner les territoires sur les actions qu'elles souhaitent mener, en particulier sur les sites prioritaires qui sont identifiés dans le 12e programme. Tout à l'heure, Laurent vous a parlé des cibles prioritaires du 12e programme, notamment sur le volet sanitaire, qui nous intéresse au premier chef. Ce qui est important dans ces accords de territoire, et je vous encourage à aller voir le webinaire qui a eu lieu, je crois, lundi après-midi sur la politique partenariale et territorialisée, c'est la construction préalable de la stratégie de territoire, hein, qui doit intégrer en son sein tous les éléments de diagnostic de ce territoire et notamment toutes les priorités qui ont été identifiées par l'agence dans le 12e programme. Alors, pour l'Agence de l'eau, et en particulier pour ce qui nous concerne, au titre de l'enjeu que je vous présente de bon état des eaux et des milieux littoraux et marins, c'est une super opportunité que l'ensemble des territoires côtiers, mais pas que côtiers, sur l'ensemble des bassins versants, prennent en compte les 5 objectifs stratégiques qui vous ont été présentés, que je vous ai remis là sur cette diapo. Et c'est pour nous la bonne traduction du lien intermaire que chacun souhaite voir mettre en œuvre et faire vivre. Ce lien intermaire n'aura de sens que si l'ensemble des bassins versants prennent en compte l'ensemble des objectifs stratégiques associés au bon état des eaux et des milieux marins. Et là, je m'adresse pas uniquement aux acteurs du littoral, mais aussi aux acteurs un peu plus en amont sur le littoral. Vous avez tous, plus ou moins évidemment, hein, sur les enjeux sanitaires, ça concerne plutôt les acteurs en frange côtière. Mais sur les questions d'eutrophisation, ça concerne tout le monde. Et chacun peut contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Autre élément important dans ces accords de territoire, au moment de la construction de la stratégie de territoire, c'est la participation des usagers de la mer et des structures gestionnaires en charge d'enjeux côtiers et marins. Je pense que là, on a des marges de progrès. Nous avons collectivement des marges de progrès à faire. Si on veut que le milieu marin soit un peu mieux pris en compte dans les futures contractualisations des bassins versants, il faut qu'ils s'impliquent, et il faut aussi leur ouvrir la porte et faire en sorte qu'ils s'impliquent au mieux, notamment les socioprofessionnels, dans ces futures contractualisations. Et c'est notamment vrai sur l'objectif 2 que je vous ai présenté, hein, sur le volet sanitaire, que Laurent vous a présenté sur le volet sanitaire, hein, puisque suite à la réalisation de ces profils, notamment de vulnérabilité conchylicole, on voit que les sources sont de nature différente. Alors c'est vrai que le petit cycle, tout ce qui a trait à l'assainissement, est très important, hein, dans les sources de dégradation. Mais ce n'est pas que ça. Il y a plusieurs sources possibles et ces accords de territoire sont l'occasion rêvée d'intégrer euh, l'ensemble des actions bénéfiques à l'atteinte des objectifs de reconquête de ces cibles dégradées, et il en reste encore beaucoup trop sur notre façade. Et puis je voulais vous dire, tout à l'heure Laurent vous a parlé des systèmes d'assainissement prioritaire, c'est un sujet effectivement important pour lequel il y a des bonifications, et donc on se dit bonification, eh ben c'est sûr, c'est contributeur à l'accélération des actions. Pour nous, Mission Littorale, ce qui est important, c'est d'abord la cible d'usage. Ce que vous a présenté Laurent, c'est ces cibles prioritaires dégradées et la construction des plans d'action contributeurs à la reconquête de ces cibles.
Et effectivement, si dans les actions, il y a un SAP, et si dans le programme d'action associé à ce SAP, il y a des actions bénéfiques à la reconquête de la cible, eh bien, il y a des bonifications possibles. Mais la priorité, c'est pas la bonification. La priorité, c'est de se mettre en ordre de bataille pour reconquérir ces cibles. Nous serons collectivement jugés sur l'atteinte de ces cibles. Et puis, une dernière diapo, en tout cas sur les modalités. C'est deux fiches modalités importantes. Alors, elles sont toutes importantes, mais je pense que celles-ci le sont aussi. Alors, elles sont plus transverses, disons. C'est la fiche RDI1 sur la connaissance générale, la recherche et l'innovation, et la fiche INF1 sur la sensibilisation pour mieux mobiliser. Là aussi, je crois que c'était ce matin, il y a eu un webinaire spécial sur les questions de sensibilisation, de suivi, de financement du suivi et de financement de la recherche et de la connaissance. Donc, je vous encourage à aller retourner voir ce webinaire. Pour autant, pour ce qui nous concerne, du littoral, je voulais juste faire quelques rappels. La priorité de nos actions, on est très sollicité sur ces fiches connaissances et recherche. Hein. Il y a énormément de demandes. Donc, on ne peut pas financer tout le volet connaissances et recherche. Et donc, on s'est fixé des priorités et on s'est fixé une ligne de conduite. La ligne de conduite, c'est de favoriser l'acquisition de connaissances là où son insuffisance est un frein important à l'action. Il y a un enjeu, lorsqu'il y a un enjeu d'opérationnalisation de l'action. Et lorsque cette connaissance, même parfois de la recherche, peut contribuer à orienter les actions. Donc, permettre des actions efficaces, efficientes pour atteindre les objectifs environnementaux d'usage. Parmi les critères aussi qui peuvent nous aiguiller dans le choix des actions qu'on finance ou pas, c'est vrai qu'on aura un petit plus, un petit coup de pouce, et on aura tendance à privilégier les approches transversales et multithématiques, en particulier lorsque le lien intermaire apparaît. Et vous pouvez compter sur moi pour défendre ces actions spécifiques, en tout cas lorsque elles sont bien dans l'esprit des priorités de l'Agence de l'eau. Et puis je rappelle sur la recherche, la priorité de l'agence, c'est de financer de la recherche à finalité opérationnelle liée à des thématiques ou des spécificités géographiques du bassin Loire-Bretagne, avec cette ligne de partage qui est pas toujours facile hein, à gérer entre ce qui relève d'une spécificité du bassin et ce qui relève plutôt d'un enjeu national, où on aura tendance plutôt à vous renvoyer en termes de financement vers nos collègues de l'Office français de la biodiversité. Ça, c'est sur le volet connaissance et recherche. Et puis sur le volet sensibilisation, pour nous, alors là aussi, hein, sur la sensibilisation, et je comprends, il y a plein d'acteurs motivés pour mettre en œuvre des actions de sensibilisation, et on est potentiellement très sollicité là-dessus. Pour nous, la priorité sur le littoral, c'est de privilégier les actions visant à accompagner des changements de comportement ou de pratique sur des publics cibles, hein, dans un objectif de réduction des pressions et si possible en accompagnement d'une action. C'est-à-dire que si vous êtes dans la mise en œuvre d'un programme d'action sur les mouillages écologiques, par exemple, ou sur les enjeux sanitaires, ou sur des actions de dépoldarisation de zones humides ou de milieux poldérisés, et pour lesquels il y a un enjeu d'accompagner le territoire par des actions de sensibilisation, eh bien, n'hésitez pas à nous solliciter. Je pense que là, pour le coup, ça va dans le sens, dans l'esprit en tout cas, qu'on cherche à privilégier. C'est pas qu'on considère que les autres actions de sensibilisation sont moins importantes, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est qu'il faut à un moment donné se fixer des priorités. Voilà. Alors, je sais plus quelle heure il est. Je parle. 15h15. On est dans les temps. Alors, alors, question, peut-être pour Anaïta, et qui est une bonne question. Quelle articulation avec les sites Action Natura 2000? C'est une très bonne question. Elles sont toutes très bonnes, mais celle-là, Oui. mais aussi. Alors bon, ça dépend sur quel type d'action. En tout cas, je parlais pour ce qui concerne les actions en faveur de la biodiversité marine. Là, on sera effectivement attentif dans l'instruction des dossiers à ce que si on est situé dans une zone Natura 2000, un site Natura 2000 ou toute autre aire marine protégée d'ailleurs, pas uniquement Natura 2000, à ce que les gestionnaires soient d'une part bien impliqués dans le projet et à minima informés et fassent partie du comité de suivi du projet.
Et par ailleurs, on sera également attentif à ce que les actions proposées soient cohérentes avec les plans de gestion de ces sites et on favorisera les actions qui sont voilà, issues de ces plans de gestion. J'espère que ça répond à la question. Tu veux que je pose Alors, une autre question? euh, oui, alors, attends. Alors, les actions de Quels sont sensibilisation. les taux de subvention pour les actions de sensibilisation évoquées? Alors, alors déjà, tous les taux qui vous sont donnés, je rappelle, hein, ce sont des taux maximum. Vous n'êtes pas obligé de nous solliciter au taux maximum. Vous pouvez, dans votre plan de financement aussi, solliciter des partenaires. Les programmes d'action de sensibilisation, notamment dans les démarches territoriales, sont financés au taux prioritaire, donc à un taux maximal de 50%. Après, vous verrez dans la fiche F1, il y a différentes mobilisations possibles au titre de la sensibilisation, mais par rapport à celle que j'évoquais là, l'accompagnement d'actions de sensibilisation, on est sur des taux maximum de 50%. Voilà. Ah, ah. Alors, sur les accords de territoire, je vois une question qui est posée sur l'estuaire de la Loire. Les accords de territoire peuvent-ils se superposer lorsqu'il y a deux échelles assez différentes pour l'action? Alors, alors je vais pas répondre spécifiquement pour l'estuaire de la Loire, parce que sur l'estuaire de la Loire, si on ouvre le, le sujet estuaire de la Loire, on peut y passer jusqu'à la fin du webinaire. Mais par contre, je vais répondre à Simon de manière un peu plus générale. C'est une vraie question qui se pose aujourd'hui dans l'ensemble des délégations territoriales, c'est la construction de ces accords de territoire et le périmètre qu'on y associe. C'est vrai que c'est un sujet nouveau, c'est un outil nouveau qui mérite d'être mis en œuvre là maintenant dans les mois à venir, et donc il va falloir le décliner de manière harmonieuse sur l'ensemble du bassin. Et donc je t'encourage, Simon, à te rapprocher de ta délégation territoriale préférée pour venir échanger avec eux sur notamment le lien avec le contrat pour la Loire et ses annexes ou les différents contrats adjacents à l'estuaire de la Loire. Hein. Et en tout cas, on ne t'oublie pas, Simon. Voilà les principales questions qui nous sont posées. Oui, merci, Simon. Alors, peut-être on voulait vous quelques diapos que Laurent. Est-ce qu'on voit bien Laurent? Ouais, c'est bon, je les ai. Oui, donc alors là, on va changer complètement de rubrique, puisque là, je vais vous présenter en deux slides un nouvel outil de gestion des aides, donc de la demande d'aide jusqu'au paiement, qui est un outil commun aux six agences de l'eau, outil web bien évidemment. Vous rappelez qu'il y a eu un webinaire de présentation le 10 janvier de cet outil et où il était notamment question de présenter la méthode de création des comptes, puisqu'il faut avoir un compte pour pouvoir déposer une aide. Peut-être la diapo Oui, d'après. Alors, la diapo d'après. Tac. Tiens, ça passe pas. Vas-y. voilà. Voilà. Alors, pour vous aider, rien de perdu si vous n'avez pas pu assister au webinaire du 10 janvier. Il y a sur le site internet de l'agence, dans l'onglet Aide et redevances, non seulement le lien pour accéder à Rivage, mais également tous les guides qui ont été co-construits pour essayer de répondre au mieux aux maîtres d'ouvrage qui sont susceptibles de nous solliciter pour des aides en 2025 et pour les années futures. Alors, au niveau de l'outil en lui-même, on retrouve différentes thématiques. Et donc, je vous invite à être vigilant à choisir la bonne thématique de manière à être certain que votre demande puisse aboutir et qu'il n'y ait pas de redépôt à faire. Donc, ce que l'on a identifié là sur cette slide, c'est que les traits rouges signifient que potentiellement, ces thématiques peuvent être attachées à une problématique littorale et que donc vous êtes susceptible d'émarger sur l'une ou plusieurs de ces thématiques lorsque vous déposez vos demandes d'aide sur l'outil Rivage. Vous précisez que demain,
après-midi, il y a un webinaire dédié à cet outil qui donc essaiera de vous présenter la plateforme et toutes ses subtilités. Et enfin, vous dire également que votre délégation régionale est susceptible de pouvoir répondre à toutes vos questions par l'oral si vous les contactez. D'ailleurs, peut-être que Régis peut prendre la main là sur les délégations régionales. Oui, alors, bon, on approche de la fin du webinaire. Comme on est légèrement en avance, on avait potentiellement prévu un petit film qu'on va passer tout à l'heure. Message subliminal à Étienne et Erwan. Donc, sur cette diapo, je voulais vous présenter cette diapo parce que déjà, pour vous rappeler que nous, Mission Littorale, on est basé effectivement ici à Nantes, mais on travaille, j'allais dire, main dans la main avec les délégations territoriales basées pour la Bretagne à Ploufragan, pour euh, la Vendée et la Loire-Atlantique ici à Nantes, et puis nos collègues de Poitou-Limousin, notamment pour tout le nord de la Charente-Maritime. Sachant que sur cette question des déchets, on est en collaboration avec l'ensemble des délégations territoriales de l'Agence de l'eau. Je ne peux que vous encourager à prendre la tâche de des équipes de l'Agence de l'eau sur l'ensemble des sujets qu'on vous a présentés, et en particulier les 3 délégations littorales avec qui nous travaillons de concert. Euh, à titre de conclusion, et avant de vous lancer le petit film, je voulais déjà, vous remercier pour votre participation. 2, vous dire que les choses progressent. Enfin, on voit des choses qui évoluent, on voit des actions qui sont menées. On sait parce qu'on vous connaît pour la plupart d'entre vous, mais puis on a le retour aussi des délégations territoriales. On sait que les acteurs du littoral sont très motivés pour mener à bien toute une série d'actions parce qu'ils sont particulièrement sensibles à la qualité de ces milieux. Alors, pour autant, les défis qui sont devant nous restent très importants. À titre informatif, vous le savez pour la plupart d'entre vous, qu'il y a un volet concertation en cours sur l'état des eaux, et qui concerne aussi les eaux littorales. Et vous allez voir que au titre des eaux littorales, les enjeux de reconquête de la qualité au titre de la directive 4 sur l'eau, sur toute une série de paramètres, sont très importants et il va falloir continuer à œuvrer. Donc, sachez en tout cas que ce soit les délégations territoriales ou nous, eh bien, on continue évidemment à être auprès de vous, tant sur le plan technique que sur le plan financier, pour vous apporter tous les appuis qu'on pourra. Un enjeu donc de coordination dans la mise en œuvre de ce programme et des actions d'évaluation, c'est ce que évoquait tout à l'heure Anaïta. Une exigence de résultats, je pense qu'il faut l'avoir en tête, hein, même si les efforts sont importants, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et puis j'ai mis cette petite photo des enfants là qui jouent sur la plage pour vous dire que c'est sûr que toutes ces actions-là, on ne peut pas les évaluer à l'échelle d'une année ou deux, voire même d'un programme. Il faut s'inscrire sur le plus long terme. On est là pour travailler pour nous, mais aussi pour les générations futures. Et donc, tout ça s'inscrit sur du temps long. Et puis, j'ai rajouté une diapo à droite, volontairement, dont j'ai assez peu parlé, je pense, aujourd'hui, qui est une éolienne en mer. Aujourd'hui, on vous a parlé du 12e programme d'intervention de l'Agence de l'eau, de 2025 à 2030. Sachez pour autant que vous allez entendre parler de l'Agence de l'eau sur d'autres sujets associés à la gestion du fonds biodiversité éolienne en mer. C'est un deuxième sujet, ça n'a rien à voir avec le 12e programme. Et on sera amené à revenir vers les acteurs concernés pour vous expliquer ce sujet particulier. Ce n'est pas du 12e programme, mais je pouvais pas ne pas vous le dire parce que c'est aussi un gros sujet d'actualité. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Je propose, si vous le voulez bien, à Erwan de lancer le petit film, sachant que vous allez recevoir un questionnaire d'évaluation. Alors, ici, on n'est pas un opérateur téléphonique, je ne demande pas à avoir des bonnes notes, mais par contre, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que vous puissiez, dans ce questionnaire, pointer des sujets sur lesquels vous souhaiteriez, dans les jours ou dans les mois à venir, des précisions, voire des thématiques sur lesquelles l'agence pourrait être amenée à développer une communication, que ce soit sur des questions d'assainissement, de biodiversité ou autres, ou des points particuliers sur lesquels on pourrait, au cours du 12e programme, venir communiquer spécifiquement. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Et Erwan, si tu veux bien, je veux bien que tu lances l'exemple d'un petit film qui est une illustration
de ce qu'a présenté tout à l'heure Anaïta au titre du volet biodiversité sur un sujet un peu particulier. Ça peut paraître un peu original que l'agence ait financé ça, mais en tout cas, c'est un peu l'avenir, en fait, en termes de financement. Et, ça va vous éclairer sur vos ajours un peu sympathiques, une action qui est menée au bénéfice de la biodiversité marine. Merci à tous. Erwan? Nous nous trouvons ici au cœur du parc naturel régional d'Armorique et plus précisément au cœur du site Natura 2000 de la Rade de Brest, à la Pointe du Rose, sur la commune de Logonada-Oulas. Le projet Répar, c'est un projet de restauration de l'huître plate en Rade de Brest et c'est ici que se déroule donc le projet Répar avec un site d'expérimentation sous-marin en mer et ici à la Pointe du Rose, un site de sensibilisation et de médiation. C'est un projet qui a commencé début 2024 et qui va durer pendant 2 ans jusqu'à fin 2025. En France, il existe 2 espèces d'huîtres. L'huître creuse, qui a été introduite dans les années 1970 pour des besoins de l'ostréiculture. L'autre espèce, la seule espèce native d'huître en Europe, c'est l'huître plate, Ostraedulis. Donc c'est une espèce qui est là depuis des siècles, qui a toujours été là d'ailleurs. À partir du XVIIe siècle, il y a un engouement pour l'espèce. Elle est surpêchée, tous les bancs bretons sont pillés progressivement. Et donc au fur et à mesure, cet engouement va faire qu'on va détruire complètement les fameux bancs d'huître plate, les huîtrières. Alors Répar, c'est l'aboutissement depuis 2010 des travaux de recherche sur l'huître plate. Donc nous, on a réussi à produire des géniteurs qui sont plus résistants aux maladies et on va aller récupérer ou réensemencer des gisements historiques naturels dans la Rade de Brest. On a identifié au printemps une zone qui fait 100 mètres carrés. On aura la même zone l'année prochaine. Donc 100 mètres carrés cette année, 100 mètres carrés l'année prochaine, ça fera 200 mètres carrés en tout. Sur cette zone, exactement comme un jardin sous la mer, on va planter des piquets sur lesquels on aura ce petit écomodule. On va installer notre premier champ, donc 50 écomodules sur le fond, qui vont attendre les larves de la nature. Deuxième étape, on va mettre 50 écomodules venus de l'écloserie. Donc ceux-là, ils seront ensemencés déjà par du naissain d'écloserie. Donc on va pouvoir comparer à la fois du naissain d'origine naturelle et du naissain d'origine écloserie sur le même jardin. Nos écomodules qui sont en nature aujourd'hui dans la mer, ils vont pas être colonisés ou très faiblement colonisés. En revanche, nous ici, comme on peut travailler avec des conditions contrôlées, on peut effectivement coloniser à 100% ces écomodules et toujours avec une seule espèce, l'huître plate. Dans la nature, en fait, on ne peut pas prévoir les conditions tout le temps, donc très fortement, je pense qu'on aura des écomodules où il y aura des autres espèces qui vont s'associer. Donc le projet Répar participe à la préservation de l'environnement au sein du site Natura 2000 en recréant non pas et en restaurant non pas une seule espèce, mais en recréant un écosystème avec toute une biodiversité qui va être associée et apporter ainsi des services écosystémiques tels que par exemple de la purification de l'eau, de la reproduction, des espèces qui vont pouvoir habiter et cohabiter ensemble dans un milieu. Donc c'est vraiment l'importance de cet écosystème qu'il faut voir. C'est une illustration concrète comment on peut concilier la préservation de la biodiversité dans un site Natura 2000 avec une activité économique et des expérimentations scientifiques.